Je vous propose aujourd'hui un cas clinique écrit par Tsvetanka Shopova, qui est thérapeute à Paris d'approche psychanalytique. Un grand merci à toi Tsvetanka pour ta contribution d'aujourd'hui, j'espère qu'elle sera éclairante pour de nombreux étudiants, thérapeutes et passionnés de psychologie. Voici ce que nous propose d'entendre Tsvetanka. Quand ça dérape, le thérapeute se trouve instrumentalisé et manipulé par son patient. Le cadre, l'unique solution pour rétablir les places de chacun. Lucie et Patrick consultent pour un travail de couple. C'est Patrick qui me choisit pour effectuer l'accompagnement du couple. Homme charmant, charismatique, qui dès la première séance prend toute la place. Lucie est une femme effacée. Elle compte sur moi pour lui donner un temps d'expression, car son mari, on l'a dit, occupe toute la place. Patrick aborde rapidement son enfance en disant qu'il a été heureux. Il banalise la mort de son père lorsqu'il avait 12 ans. Mort qui est intervenu dans un accident de voiture. Il fait un bref passage en prison à l'âge de 16 ans pour vol de scooter. Il a monté une agence de courtage il y a 2 ans, qui a priori aujourd'hui, dit-il, se casse la gueule. Patrick vit des hauts et des bas professionnellement. Chaque business qu'il monte fonctionne à peu près 3 ans, puis il y a faillite. Lucie subvient aux besoins du couple depuis leur mariage. Ils se sont mariés, précisons-le, il y a 2 ans. Lucie a eu une enfance compliquée. Une mère alcoolique, un père souffrant de troubles maniaco-dépressifs, les parents se séparent lorsqu'elle a 4 ans, elle est déplacée chez son père, et sa mère ne veut plus d'elle, tel que le dit Lucie. Lucie ne travaille pas. Elle n'a d'ailleurs jamais travaillé, elle vit sur l'héritage qu'elle a touché de sa marraine quand elle avait 18 ans. Elle a investi dans l'immobilier. Lucie et Patrick aujourd'hui ont la cinquantaine. Il n'y a pas eu d'enfant de ce couple. Les 3 premières séances se passent relativement bien. Les chamailles et les querelles entre eux se rejouent devant moi au cabinet. Patrick insiste sur le fait que Lucie est malade et hystérique. Elle ne veut pas l'écouter, lui, qui a tellement de choses à lui apprendre à elle. Puis vient l'été. Nous marquons une pause dans l'accompagnement, mais pas de rendez-vous pris pour la rentrée. À la rentrée, je reçois un coup de fil de Lucie m'annonçant que suite à une énième querelle, ils ont décidé de se séparer. De toute façon, me dit-elle, Patrick estime que les séances sont une perte de temps et d'argent et que je ne servais à rien, donc en parlant de moi. Elle me dit qu'après chaque séance, Patrick lui dit que je suis une incompétente. Bien. Lucie me demande de poursuivre l'accompagnement avec elle. Elle enclenche une procédure de divorce, dit-elle. Je ressentais de l'empathie pour elle, de la colère envers Patrick, il faut le dire. Et j'accepte donc de l'accompagner, elle. Et c'est le début de mon instrumentalisation par elle et le couple. J'envoie un message à Patrick en lui donnant les coordonnées d'un confrère pour un accompagnement individuel. Je lui ai dit que je poursuivais avec Lucie, qui m'a appris qu'ils se séparaient. Lui me dit juste « Ok, c'est bien noté ». Lucie investit pleinement son temps en séance. Elle me parle de lui, le qualifie de monstre, et elle parle de son incohérence, le fait qu'il lui vole à elle son argent. Ils habitent encore ensemble, il faut dire, car il n'a pas où aller. Elle le loge. Ils continuent de faire du sexe, dit-elle, ensemble. Elle me raconte en détail les ébats et les fantasmes tordus, dit-elle, de Patrick. Elle me demande de l'aider pour qu'elle donne le feu vert à son avocat pour enclencher la procédure du divorce. Elle me dit qu'elle est devenue dépendante de lui et ne sait plus ce qu'elle doit faire. Elle se sent objetisée par lui. Car, comme elle dit, elle se sent exister quand elle se sent utile pour quelqu'un. À l'intérieur de moi, thérapeute, je ressens beaucoup de haine pour Patrick et je me range du côté de Lucie. Elle me parle de ses douleurs et chagrins de l'enfance, de sa solitude, etc., etc. Je vois cette petite fille de 4 ans, toute fragile, qui du jour au lendemain se retrouve à vivre avec son père, un homme malade. Pauvre Lucie. Je plonge tout doucement dans la posture d'une mère, celle que Lucie n'a jamais eue, une mère toute puissante. Je lui autorise de m'envoyer des messages quand elle se sent désemparée et en danger, car
Patrick, le monstre, la rend folle. Je développe une certaine addiction à nos séances, car à chaque fois, j'ai un nouvel épisode qui se déroule devant mes yeux. Lucie passe son temps à me parler de Patrick et des malheurs qu'il lui fait vivre, car il ne veut pas la quitter. Je commence à ressentir de la haine et de la colère qui montent en moi, jusqu'au jour où je dis fermement à Lucie qu'elle doit quitter cet homme. Je transgresse alors mon cadre. Je deviens en quelque sorte elle. Je suis sa colonne vertébrale, je suis sa raison. Elle passe alors un coup de fil à son avocat devant moi pour lui donner le feu vert. C'est à ce moment-là que j'ai parlé de Lucie à mon superviseur, qui m'a dit que je me faisais manipuler. Dans les séances qui ont suivi, Lucie a commencé à régresser. Elle était habitée par une peur réelle d'effondrement, de vide, d'angoisse terrible. Elle commence à regretter sa décision, celle d'avoir donné le feu vert à l'avocat. Patrick, a priori, se montre tellement doux avec elle. Il lui dit combien il l'aime, mais il comprend qu'elle veuille le quitter. Il lui dit qu'il changera, promis. Qu'ils iront voir un autre thérapeute, bien mieux que moi. Patrick lui dit qu'à cause de moi, elle est malade et que je ne sers à rien, qu'il a vu mon incompétence depuis le début. Bref, il lui dit également de ne pas écouter ses amis et toutes les personnes qui font pression pour quitter Patrick. Me concernant, je commence à réaliser dans quelle histoire je me suis mise. Un psy ne doit jamais prendre de décision à la place de son patient. J'essaie alors de réparer mon contre-transfert. Je commence à ne plus répondre à ses messages en dehors de nos séances, l'invitant à exposer ses questions directement en séance donc. À l'intérieur de moi, symboliquement, j'invite mon superviseur aux séances. Ce tiers qui a manqué pendant des mois dans ma relation thérapeutique à Lucie. Lucie commence à ne plus venir au rendez-vous. Elle m'a fait comprendre que finalement ils restaient ensemble, réunis dans la haine contre moi. Elle arrête la thérapie avec une dette de 2 séances. Je me sens extrêmement en colère contre elle, puis contre moi. Je travaille ce cas avec mon superviseur. Je deviens consciente que la part de moi naïve, mais aussi toute puissante, a joué le rôle que Lucie m'a donné inconsciemment. J'ai été sa mère, j'ai aussi été Lucie. J'ai perdu mon identité de thérapeute dans ce couple, car j'ai pris pour réalité les dires de Lucie. Je n'ai pas suffisamment travaillé avec le symbolique de Lucie. Car quand elle me parlait de Patrick, je devais aussi voir qu'elle me parlait d'elle-même, d'une partie d'elle, tout du moins. J'ai mis quelques mois pour ne plus être hanté par ce cas complexe pour moi. J'ai beaucoup travaillé dessus en supervision. J'ai accepté d'avoir été manipulé. J'ai compris ce qui a été touché en moi à travers cette histoire. Quelque chose de mon histoire personnelle. J'ai pu comprendre que dans mon collage avec elle, j'étais une éponge de son état. J'ai saisi également que tout ceci me renvoyait à mon enfance donc, à la période de fusion entre moi et ma mère, c'est-à-dire à l'époque où j'étais une éponge de son anxiété et de ses angoisses. J'ai pu également comprendre que j'ai joué pour cette patiente le rôle de mère, aimée et haïe en même temps. En supervision, j'ai également compris des choses par rapport au couple que j'avais reçu. Ils m'ont mise à l'endroit du voyeur. J'étais un voyeur. C'était quelque chose qui relevait du voyeurisme donc. J'ai fait des erreurs de positionnement par rapport à Patrick. J'aurais dû refuser l'accompagnement de Lucie, vu les personnalités complexes et ambiguës du couple. Au final, j'ai eu l'impression que j'ai vécu dans ma chair et avec mes émotions cet accompagnement. Mon superviseur m'a fait élaborer également sur une position que j'ai pu avoir au sein de ce couple, c'est-à-dire la position de la fille entre la mère et le père. Au final, je dirais que le transfert de cette patiente envers moi a été tellement puissant, massif et violent que j'ai eu l'impression d'être tué par cette patiente. En retour, mon contre-transfert a été lui aussi massif, très impliquant, beaucoup trop. Et heureusement que je fais l'objet d'une supervision active depuis mon installation, c'est-à-dire depuis 2011. Grâce à ça, j'ai pu redessiner le cadre qui avait été perdu, qui avait volé en éclats avec ce couple, et reprendre le cours de mes activités plus sereinement. Et clin d'œil du destin, me voici maintenant
dans un nouvel accompagnement qui est presque le collage de celui de Lucie et de Patrick. Mais cette fois-ci, je reste bien ancré dans ma posture de psy, vigilante à mon cadre, le tiers séparateur et à mon contre-transfert. Ce cas clinique est très intéressant. Vous pouvez avoir accès ici aux réflexions et à l'intérêt de la supervision du côté du thérapeute. Le risque pour un thérapeute qui n'aurait pas de supervision, c'est d'être dans la toute-puissance, de ne pas concevoir qu'il peut déraper, de ne pas concevoir que quelque chose se passe qui le fait trébucher. Et donc c'est pour cela que la supervision est un garde-fou, c'est un garde-fou indispensable.